Julius Evola, Hiérarchie et démocratie. Sur la fonction et l'essence de l'esprit aristocratique. 1. Il existe un esprit aristocratique et il en existe diverses manifestations, liées au temps et à l'espace. Ces manifestations ont un caractère contingent, connaissent une genèse, un développement, et éventuellement une altération et un déclin. Cependant, l'esprit aristocratique est antérieur et supérieur à chacune d'elles. Il correspond à un degré de la réalité, à une fonction primordiale dans le tout. Il a donc une nature suprahistorique, et nous dirions même métaphysique. Il existe donc indépendamment de la nature. Il existe indépendamment de la naissance. Il existe donc indépendamment de la naissance et du déclin des aristocraties historiques, qui peuvent l'incarner plus ou moins parfaitement, dans une période déterminée et dans le cycle d'une civilisation donnée et d'une race donnée. L'esprit aristocratique, comme l'idée du regnum ou celle d'ordre ou de tradition, trouve en elle-même sa consécration et sa justification. L'intériorité des hommes commence déjà à s'obscurcir lorsqu'ils en arrivent à supposer que c'est l'histoire qui crée un regnum, une aristocratie ou une tradition, ou que ceux-ci tirent leur justification et leur valeur de facteurs contingents, de l'utilité, de la domination matérielle ou de la suggestion. L'histoire, et en général tout ce qui est simplement humain, peut seulement fournir la dynamis, la force profonde qui permet à un regnum de se former et à l'esprit aristocratique de se manifester. Mais dans son essence la plus profonde, cette manifestation est enveloppée d'un mystère, et ce mystère n'existe que là où les voies du haut rejoignent les voies du bas. Là où les sommets de la seize humaine s'unissent à des sources d'influence suprahumaines. Ces points de jonction sont les moments fatidiques de l'histoire. C'est là que le symbole devient la réalité, et la réalité devient symbole, et que ce qui est esprit se fait puissance, et que ce qui est puissance se fait esprit. 2. Une des tactiques les plus employées par les forces secrètes de la subversion mondiale est la substitution de la personne au principe. Là où l'on veut désagréger un ordre traditionnel, ces forces guettent l'apparition d'une certaine déchéance dans les représentants historiques de principes fondamentaux de cet ordre. C'est là le moment le plus opportun pour l'action subversive. Tout est fait pour que le procès fait aux personnes s'étende insensiblement aux principes qu'elles représentent, de sorte que ceux-ci sont frappés du même discrédit et qu'on considère qu'ils sont déchus, et doivent donc être remplacés par d'autres, plus ou moins subversifs. Cela fait déjà longtemps que cette tactique a été adoptée contre une certaine aristocratie traditionnelle européenne. De l'indéniable dégénérescence d'une partie de cette aristocratie, qui a été l'instrument le plus utile pour attaquer l'esprit aristocratique lui-même, on n'a pas conclu qu'il fallait destituer cette aristocratie déchue et la remplacer par une autre qui soit à la hauteur de la seule idée dont elle puisse tirer son autorité et son existence. Mais on en est venu à nier une telle idée au profit de forces et d'idées inférieures. Du reste, ce n'est là qu'un épisode d'un processus de subversion et d'involution plus étendu, que nous rappellerons ici brièvement. Il faut songer aux 4 degrés fondamentaux de l'ancienne hiérarchie sociale aryenne. Chef spirituel, aristocratie guerrière, bourgeoisie travailleur. La dégénérescence du premier rang n'a pas entraîné le remplacement des chefs spirituels indignes par de dignes représentants du même principe, et le second degré, l'aristocratie guerrière, y a trouvé un précieux prétexte pour usurper et revêtir l'autorité qui n'appartenait légitimement qu'au premier. Dans un second temps, la dégénérescence d'une partie de l'aristocratie a eu pour conséquence non pas un soulèvement visant à la restaurer, mais bien une seconde usurpation de la part du tiers-état, qui s'est substitué à la noblesse guerrière comme plutocratie bourgeoise. Enfin, la dégénérescence du système du tiers-état, de la bourgeoisie et du capitalisme n'a pas abouti à une élimination opportune de ces excroissances malades et parasitaires,
Mais de nouveau, on s'en est servi pour faire un procès imaginaire au principe, de la part du quart-État, du monde matérialisé et prolétarisé des masses. Marxisme, bolchevisme. 3. De cette brève synthèse historique, il ressort en même temps très clairement qu'il est fondamental de connaître l'essence et l'importance de l'esprit aristocratique pour combattre la subversion et s'orienter convenablement, surtout au point où en est actuellement la civilisation occidentale. Aujourd'hui, certaines forces combattent, sur le plan spirituel et sur le plan matériel, la civilisation et l'esprit bourgeois, la plutocratie, le capitalisme. Elles veulent en finir avec l'époque bourgeoise. Il y a pourtant deux manières, non seulement différentes, mais aussi antithétiques, de nier la bourgeoisie et de provoquer la fin de l'époque bourgeoise. Suivant la première perspective, il faut dépasser la bourgeoisie et tout ce qui en dérive pour rendre possible la domination des masses. Suivant la seconde, au contraire, le vrai dépassement de la bourgeoisie, c'est le retour à une idée aristocratique, c'est-à-dire à l'idée à laquelle, en raison, d'une part, de la dégénérescence d'une partie de ses représentants, et d'autre part d'une usurpation, s'était substituée l'hégémonie du bourgeois et des idoles du bourgeois, le capital, l'or, l'économie apatride et anonyme. On peut expliquer cette alternative suivant un autre point de vue. Ces forces ont indéniablement des aspects totalitaires, socialisants, extérieurement semblables à ceux de l'idéal social marxiste et communiste. Dans quelle mesure appartiennent-elles à la fin d'un cycle qui se caractérise précisément par la régression de ce qui est différencié, qualificatif, personnel dans l'anonymat du collectif? Pour répondre à cette question, il nous faut expliquer que le phénomène du totalitarisme et de la centralisation étatique a deux significations opposées, suivant sa direction et le fil de régime de la société qui l'a précédé. Mais sous ce rapport, c'est de nouveau l'idée aristocratique qui est actuellement la pierre de touche. Supposons que l'ordre préexistant à la totalitarisation soit celui d'une société bien articulée. Non pas artificiellement, mais par vocation naturelle, en couches ouvertes et opposées, et agissant de concert, dans un tout hiérarchique, et que par ailleurs, la différenciation et l'anticollectivisme, et cette société, s'expriment également par une certaine répartition du pouvoir et de la souveraineté, par une certaine répartition des fonctions et des droits particuliers, qui sont cependant subordonnés à l'autorité centrale, renforcée plutôt qu'amoindrie, dans son pur principe immatériel, par cette décentralisation partielle. Si le centralisme et le totalitarisme s'imposaient dans une telle société, elle en serait détruite et désorganisée. Elle régresserait de l'organique à l'informe. Faire tout dépendre d'un pouvoir central à la manière de l'absolutisme, ce serait, dans ce cas, vouloir rapporter directement au cerveau toutes les fonctions et toutes les activités du corps, et même en arriver à l'état de ces animaux inférieurs qui ne sont faits que d'une tête et d'un corps inarticulés et indifférenciés. C'est précisément là le sens de l'absolutisme anti-aristocratique et niveleur qui a été poursuivi méthodiquement par la force de circonstances diverses, surtout par les rois de France. Ce n'est pas un hasard que la France a donné naissance, par la révolution jacobine, à la démagogie et au tiers-état. Ces rois absolutistes et ennemis de l'aristocratie ont en effet littéralement creusé leur propre tombe. Alors que d'une part, leur dignité se sécularisait et perdait sa consécration originelle, d'autre part, en centralisant, en désarticulant l'État aux formes viriles, directes, d'autorité, de responsabilité et de souveraineté personnelle partielle, ils créaient le vide autour d'eux, car la vaine noblesse de robe ne pouvait plus rien représenter, et la noblesse de paix n'avait plus de rapport direct avec le pays. La structure différenciée, qui servait d'intermédiaire entre la nation et le souverain, ayant été détruite, il ne restait plus que la nation comme masse coupée du souverain et de sa souveraineté sécularisée. D'un seul coup, la Révolution française balaya aisément cette superstructure et mit au pouvoir la pure masse. C'est là un exemple de la première direction involutive du processus de centralisation étatique. Le cas est différent lorsque l'antécédent du processus de concentration autoritaire n'est pas un système oligarchique, hiérarchique et différencié, mais bien une société déjà en dissolution, comme c'est le cas à l'époque moderne.
Le libéralisme, la démocratie, le rationalisme, l'internationalisme ont réduit les nations à des masses instables qui se dispersent dans toutes les directions pour finir par tomber au fond de l'abîme, représenté par le marxisme et le bolchevisme. Dans ces conditions, la première chose à faire, la plus urgente, c'est évidemment de neutraliser la tendance centrifuge par une force politique centripète. C'est bien là le sens qu'il y a lieu d'attribuer au processus de totalitarisation auquel dépendent ces forces. De toute manière, c'est là une tâche préliminaire, la principale étant de réorganiser la nation ramenée à elle-même, unifiée sous le signe de mythes et de symboles divers, et de la soustraire à tout collectivisme, en créant une structure hiérarchique bien stable, bien constituée, dans laquelle le principe de la personnalité et, en outre, de la vraie autorité spirituelle sont bien mis en relief. Mais vouloir cela, c'est aussi reconnaître que l'idée aristocratique, comme direction, c'est elle qui différencie les deux cas, et donc celle par laquelle... Mais vouloir cela, c'est aussi reconnaître que l'idée aristocratique, comme direction, c'est elle qui différencie les deux cas, et donc par laquelle les courants qui appartiennent historiquement à la fin d'un cycle se différencient nettement des autres courants, qui représentent déjà le principe de la résurrection et de la reconstruction, qui suivront l'internationalisme et l'effondrement du collectivisme.